Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram, Christine Levicki, pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Alors aujourd'hui, je reçois au micro Solène Pigné. Solène est l'autrice du livre Le Guide de l'entrepreneur durable, publié aux éditions Duno, et aussi l'organisatrice de la Semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, un événement gratuit en ligne qui a lieu chaque année et rassemble plusieurs milliers de participantes. En 2022, l'édition du 7 au 10 mars aura pour thème « Booster l'impact de sa communication ». Et j'ai l'immense plaisir de faire partie des expertes qui présenteront avec ma conférence « J'arrête de me cacher, oser se rendre visible en tant que femme ». Alors bonjour Solène et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine et merci pour ton invitation. Alors ce podcast s'appelle Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Et j'avais envie de t'inviter au micro pour que tu puisses nous témoigner de ton parcours d'entrepreneur. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta situation familiale, de ta vie, un peu d'où tu viens, et puis qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en tant qu'entrepreneur ? Oui, et effectivement, tu vas vite découvrir qu'il y a un lien entre ma vie personnelle et mon désir d'entreprendre. En fait, moi, je suis française d'origine, mais ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis expatriée et j'ai habité dans différents pays pour mon ancien travail. En fait, j'avais des missions de 6 mois à 1 an et j'ai travaillé dans différents pays, en Afrique du Sud, en Indonésie, en Russie, au Nigeria, en Turquie. Et c'est lors d'une mission à Istanbul que j'ai rencontré un jeune homme qui allait devenir plusieurs années plus tard mon mari et le père de mon fils. Mais ça, je ne le savais pas encore à l'époque. Bref, voilà, j'ai fait cette rencontre qui m'a donné envie de rester, de m'installer à Istanbul. Ça fait maintenant 8 ans que j'y habite. J'ai réussi à négocier avec mon employeur de me poster de manière plus permanente. Sauf que j'ai pris du coup des responsabilités. Je suis devenue directrice pays en fait pour cette entreprise. Et je pense que je me suis un peu brûlé les ailes. C'est-à-dire que ma promotion est allée un peu trop vite par rapport à peut-être ma maturité, en toute honnêteté. Et je devais manager une équipe de 5 personnes et ça a été très compliqué pour moi de le faire. En gros, faisais le travail de tout le monde et le mien le soir et j'ai fait un burn-out. Donc, ça a été très difficile, mais j'ai pris la décision, après avoir fini le projet sur lequel j'avais été affectée, de démissionner. Et je me suis retrouvée donc à vivre à Istanbul par amour, mais sans droit au chômage et sans aucun filet de sécurité.
Et c'est ça, en fait, qui m'a donné envie et l'impulsion de créer ma propre activité professionnelle parce que le marché local de l'emploi correspondait pas forcément à ce que déjà mes prétentions salariales et aussi aux conditions de travail que je souhaitais avoir, parce que le travail en Turquie ne fait pas rêver les Européens qui sont habitués à 5 semaines de congés payés par an. Euh, et, euh, et donc, bref, il y a tout un tas de facteurs qui m'ont amené à me poser la question de créer ma propre activité, alors que jusque-là, je ne m'étais jamais rêvé en tant qu'entrepreneur. J'avais jamais envisagé cette option. J'avais une image assez stéréotypée finalement de l'entrepreneuriat. Pour moi, les entrepreneurs, c'était plutôt des hommes, plutôt la quarantaine, voilà, voire la cinquantaine, grisonnant, avec un profil ingénieur, technicien, une idée révolutionnaire, un réseau immense, et puis la capacité à lever des fonds importants. J'avais rien de tout ça. Et du coup, j'ai dû déconstruire pas mal de croyances finalement sur l'entrepreneuriat pour oser me lancer à mon compte et pouvoir avoir un métier aligné avec mes valeurs et avec la vie personnelle amoureuse que j'avais envie d'avoir. Donc, il y a eu d'abord un désir de créer une activité qui soit à l'image de la qualité de vie que tu voulais avoir et notamment de où tu voulais vivre, hein, et d'avoir une flexibilité, en fait, de pouvoir exercer un métier qui te permette la flexibilité de vivre où tu avais envie de vivre. Je connecte tout à fait avec cette idée parce que c'est comme ça que je me suis lancée moi en tant que coach en 2005 où je vivais aux États-Unis et un peu dans la même situation. J'avais pas envie de prendre un job américain avec 2 semaines de vacances qui allait du coup m'empêcher de rentrer voir ma famille. Et voilà, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte plutôt que de retourner dans un département RH d'où je venais. Je me suis dit, je vais me mettre à mon compte et je vais du coup pouvoir avoir plus de flexibilité pour adapter mon métier à mon lifestyle en fait, à la vie que je me crée. Alors, quelle a été cette première idée? Parce qu'il y a quand même un écart entre avoir une idée de je vais monter ma boîte et monter sa boîte. Je crois qu'il y a beaucoup de nos auditrices qui peut-être ont envie de monter une boîte, ont peut-être une idée de monter une boîte, mais déjà, comment trouver la bonne idée et puis comment oser sauter le pas? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, tout à fait. Alors, c'est une très bonne question et j'y ai tout simplement pas répondu toute seule parce que je pense que sinon, je serais toujours en train de réfléchir. Ça fait bientôt 8 ans. Donc, heureusement que je me suis fait en fait très vite accompagner. J'ai pris une coach pour m'aider à mettre au clair mes idées et à me permettre aussi voilà, de déconstruire les fameuses croyances limitantes que j'avais sur l'entrepreneuriat et poser les jalons finalement de mon activité. Donc, on a fait un genre de bilan de compétences où je me suis rendu compte que la stratégie et le conseil en stratégie, c'était vraiment mon dada, comme j'aime l'appeler. Ma passion professionnelle, moi, c'est le développement durable. En fait, j'avais fait un master en développement durable dans une école de commerce à Paris et j'étais vraiment passionnée par les questions environnementales et sociétales. J'avais pas forcément réussi à l'appliquer dans le monde de l'entreprise classique. Et en tout cas, ça correspondait pas du tout à mes idéaux, la façon dont c'était fait ou mis en œuvre en entreprise. Donc, l'enjeu pour moi de cette création entrepreneuriale, c'était aussi de pouvoir être tout à fait alignée avec cette passion pour le développement durable et du coup alignée avec mes valeurs. Et puis, voilà, j'ai identifié aussi certains enjeux auxquels j'ai voulu répondre. Et je me suis lancée pour accompagner des personnes qui, comme moi, avaient envie d'avoir un impact positif, se rendaient compte que dans le monde du salariat, finalement, les grandes entreprises, même celles qui ont un beau discours, ne passent pas forcément à l'action, ou en tout cas pas voilà, de manière assez ambitieuse pour les plus passionnés d'entre nous. Et du coup, j'ai monté mon entreprise Creators for Good, qui accompagne les personnes qui se reconvertissent du salariat à l'entrepreneuriat pour avoir un impact positif. D'accord. Donc, tu t'es fait accompagner toi-même par un coach et ensuite tu es devenue cette personne qui accompagne les personnes en transition professionnelle.
C'est ça, avec une posture, moi, plus de consultante en stratégie que de coach, même si par la suite, je me suis formée au coaching sur un champ particulier qui est la relation à l'argent, qui est hyper important quand on entreprend et a fortiori lorsqu'on veut avoir un projet de cœur aligné avec ses valeurs. Mais ma posture à moi, c'est vraiment la posture d'un consultant. D'ailleurs, je n'utilise pas forcément ce terme parce que lui aussi, il est assez... enfin, en tout cas, voilà, on peut avoir une image un petit peu stéréotypée de ce qu'est un consultant. Donc, voilà, je me définis plus comme une accompagnante ou une Sherpa qui aide à monter les montagnes. Mais effectivement, oui, c'est dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat que je me suis spécialisée. Et alors, donc, ce que tu disais tout à l'heure, et ça me semble important à préciser, moi aussi j'accompagne des entrepreneurs et des porteurs de projets, et ce qui a vraiment été moteur pour toi, c'est de commencer par travailler ton alignement, de vraiment commencer par faire ce bilan, en fait, d'identifier c'est quoi mon dada. C'est quoi mon dada au niveau de mes forces, au niveau de mes talents, mais aussi au niveau de mes valeurs, au niveau des sujets qui m'intéressent, et vraiment centrer cette activité entrepreneuriale autour de, créer une activité entrepreneuriale qui soit vraiment à l'image de ce que tu es et qui te permette vraiment d'être à ta place, en fait, d'explorer les sujets qui te passionnent, d'activer tes talents, de faire un travail qui te donne des ailes, en fait. Et donc ça, c'est dans quelle mesure tu penses que c'est déterminant aujourd'hui dans les femmes qui veulent se mettre à leur compte de vraiment prendre ce temps de travailler cet alignement? C'est une super question, et notamment parce que ça va à l'encontre de certaines croyances qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat, où on se dit il faut trouver la bonne idée, il faut trouver une idée que personne n'a eue avant, et puis surtout qu'il n'y ait pas trop de concurrents, parce que ça me fait peur quand même, la concurrence. Et on va comme ça à la recherche d'idées à l'extérieur. Oui. Et c'est un peu contre-intuitif, mais tu le dis toi aussi, et on est nombreux à le prouver. Le point de départ, ça doit être soi, parce qu'on peut avoir le meilleur projet du monde sur le papier. S'il ne nous correspond pas, finalement, il va marchouiller parce que finalement, on n'est pas tout à fait en résonance, donc on ne va pas pouvoir être dans son plein potentiel. On va devoir le forcer, en fait. On va devoir le forcer. On va devoir le forcer, tout à fait. Et puis, quand bien même ça marcherait, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, on serait soit en burn-out, soit on en aurait marre, enfin bref. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir de soi parce que c'est la meilleure chose à faire pour la durabilité de son projet. Et cette idée, en fait, de partir de soi, c'est vrai en entrepreneuriat, mais c'est vrai dans plein de domaines. Et notamment, il y a un parallèle que j'aime faire, on en parlera peut-être plus tard dans notre interview, avec la permaculture, qui est une façon différente de cultiver la terre que l'agriculture classique, et qui permet d'être beaucoup plus durable, beaucoup plus économe, et beaucoup plus épanouissant en plus pour les personnes qui y travaillent. En permaculture, il y a vraiment cette idée de mettre chaque plante au bon endroit, et que chaque plante, une fois au bon endroit, puisse créer une espèce de synergie, d'harmonie. Et donc là, il y a vraiment cette idée de se mettre à sa place. Moi, je dis souvent aux personnes, vous quittez votre boîte parce que vous vous sentiez limité. Donc, vous quittez votre boîte, c'est un peu le langage qu'on utilise en France. Je quitte ma boîte. Je quitte ma boîte pour monter ma boîte. Donc, vous quittez votre boîte parce que vous vous sentiez limité et pas capable d'être pleinement exprimé. Surtout, ne vous remettez pas dans une boîte. N'allez pas recréer une boîte qui redevienne un espace de contrainte, un espace de frustration, un espace de limitation. Et au contraire, j'invite les personnes, moi que j'accompagne, l'expression que j'utilise, c'est de trouver votre sweet spot. De trouver votre sweet spot. Parfois, je fais aussi une analogie qui fait un peu rigoler les gens, mais j'utilise l'analogie du point G. Je dis dans le sexe, quand on fait l'amour, on peut avoir du plaisir, ça peut être bien, ça peut être chouette, mais il y a aussi le point G où c'est vraiment trop génial. C'est vraiment trop super. Et je dis en entrepreneuriat, c'est intéressant de se poser la question, comment est-ce que je peux monter mon projet entrepreneurial pour que ce soit juste, mais exactement ce que j'ai envie de faire, quoi. Ce soit juste là, je suis vraiment pile à ma place, quoi. C'est juste génial. Et du coup, là, il n'y a plus rien qui nous arrête.
Parce que Et plus... la raison pour laquelle c'est parfois difficile de trouver ça ou de s'autoriser à aller le chercher, c'est qu'à l'école, on ne nous a pas appris à reconnaître nos talents et à savoir, c'était quoi notre place. On nous a appris à remplir notre CV, cocher des cases, répondre aux consignes, rester bien sage assis à notre bureau. Oui, Et du coup, forcément, lorsqu'on sort de ces sentiers battus, on peut avoir du mal à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc, il y a un travail à faire. Et c'est pour ça que je pense que les coachs comme toi qui accompagnent ou d'autres, quel que ou soit le comme format toi. d'accompagnement qu'on choisit, c'est important d'avoir voilà, des éléments pour s'appuyer dans cette réflexion, pour prendre les bonnes décisions dès le départ. Et avoir en fait des fondations solides. Moi, j'appelle ça les racines de l'arbre. On ne voit pas forcément ça dans les projets des autres, mais pourtant, ceux qui tiennent debout, c'est ceux qui ont des racines solides. Mhm. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est de pas forcément chercher à regarder la concurrence et regarder ce qui n'a jamais été fait ou de regarder à l'extérieur de nous, mais de bien, évidemment, enfin de bien, c'est ce qu'on est tous les deux d'accord, c'est pour ça que je dis évidemment, on est bien tous les deux d'accord sur commencer vraiment à l'intérieur de soi et d'aller écouter au-delà de mon CV, au-delà de mes diplômes, au-delà de mes compétences professionnelles qui, elles, on va les emmener avec nous, on ne dit pas qu'elles sont inutiles, mais aujourd'hui, la société valorise essentiellement nos compétences professionnelles. Mais au-delà de ça, qui suis-je? Quelles sont mes forces? Et d'aller peut-être revisiter notre vie et d'avoir un peu une démarche que certains diraient un peu égoïste, d'aller regarder son nombril. Et d'aller regarder son nombril et te dire, mais qu'est-ce qu'il y a là au fond de moi qui est naturel, qui est facile, qui m'intéresse, qui est fluide, et comment est-ce que je peux, alors que je franchis ce pas de quitter le salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat, comment est-ce que je peux créer un projet qui me permette de mettre ces choses-là au centre, euh, parce que ça va être beaucoup plus facile. En fait, quand je m'appuie sur mes forces et sur mes talents, bah, ça va être beaucoup plus facile de me déployer. Tout à fait. Alors, quelles sont les peurs que toi, tu as dû déloger pour avancer? Et puis aussi, toi, tu accompagnes aussi de nombreuses personnes, de nombreuses femmes qui sont porteuses de projets. Quelles sont les peurs que tu vois qui ont besoin d'être délogées? Alors, si je devais faire la liste de toutes les peurs que j'ai dû déloger, je pense qu'on en aurait pour 18 épisodes de podcast. Euh, parce qu'effectivement, ça c'est voilà, je pense que c'est quelque chose de récurrent et même après 7-8 ans d'entrepreneuriat, à chaque nouveau palier, les peurs se remanifestent de façon différente et je les gère un petit peu mieux aujourd'hui qu'il y a 7 ans, mais je pense que c'est une histoire sans fin. Je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, la relation à l'argent, c'est quelque chose d'hyper important et que j'ai moi-même dû énormément travailler pour pouvoir dépasser certains paliers de développement de mon activité. Oui, Je je crois que m'empêchais en fait. je crois que j'ai entendu une histoire que tu as raccroché au nez de ton premier prospect, c'est ça, quand elle te demandait les prix? Tu pouvais pas Ah répondre, il oui, n'y a tout pas une à histoire. fait. Voilà. Vas-y, raconte-nous ça. En fait, j'avais tellement peur de vendre que lors voilà, du premier prospect que j'ai eu au téléphone, c'était via Skype à l'époque, on a eu une conversation qui s'est très bien passée où voilà, je lui ai demandé de parler de ce qui l'amenait là, on a échangé sur ses besoins. Et puis, j'ai commencé aussi, elle me posait des questions sur moi, l'expertise que je pouvais lui apporter. Par contre, quand il a fallu que j'explique de manière plus détaillée en quoi pourrait consister la solution que je proposais et aussi les tarifs associés, j'ai fait une espèce de phrase à rallonge enfin, c'était vraiment le pire pitch de vente de la Terre où j'ai dit, et du coup, tout est écrit sur mon site internet, voilà, je t'enverrai le lien par email, merci, au revoir. Et j'ai raccroché. J'ai raccroché en disant d'aller voir sur mon site. Et j'ai à peine osé envoyer un mail de suivi 4 jours après, tremblante. Bref, donc c'était vraiment difficile pour moi de me faire à l'idée que j'allais offrir quelque chose qui pour moi est facile, que j'allais en plus le faire auprès d'entrepreneurs qui ont une ambition d'impact positif sur la planète, qui veulent du coup faire du bien, et que moi, j'allais faire du bien à ceux qui veulent faire du bien en me faisant payer. Et il y avait comme un blocage cognitif, Oui, ça ne c'était répondait pas. voilà, c'était pas possible d'être payé pour faire quelque chose d'aussi bien en fait, parce qu'être payé c'est mal ou être payé ça doit être dur.
pour être payé, voilà, on doit faire quelque chose de dur, de difficile, de compliqué. Et là, c'était juste trop, les portes étaient trop ouvertes, c'était juste pas possible. Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu tout un travail d'abord à me réconcilier avec l'idée de proposer mes services de manière payante. Et puis, cette relation à l'argent, je l'ai à nouveau travaillée l'année suivante, une fois que j'ai eu mes premiers clients et que je commençais à gagner un petit peu d'argent. Je me suis rendu compte en fait que j'ai atteint assez vite un premier palier que je n'arrivais pas à dépasser, et j'avais beau déplacer différentes montagnes et mettre énormément d'efforts dans différentes stratégies marketing ou autres. Je retombais toujours sur ce fameux palier, et il se trouve que ça correspondait aux revenus de mon conjoint. Oui. Ah, Et donc, bizarrement, j'arrivais pas à m'autoriser à gagner plus que mon chéri, alors même que j'ai grandi dans une famille où ma maman gagnait mieux sa vie que mon papa, que j'ai moi-même des idéaux féministes élevés, que mon conjoint n'a pas du tout n'a pas de problème avec le fait que les femmes gagnent leur vie, enfin voilà, ça venait de nulle part en fait, mais ça me bloquait. Et du coup, là, j'ai fait vraiment un travail pour venir nettoyer des blocages plus inconscients, et pouvoir en fait vraiment débloquer ça d'un point de vue presque énergétique pour oui. passer à un prochain palier de développement. Oui, oui, j'accompagne moi aussi sur cette notion de l'argent parce que j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de. Moi, je plafonnais où j'arrivais à gagner l'équivalent de mon ancien salaire. C'est-à-dire que j'arrivais à gagner l'équivalent de ce que quelqu'un d'autre m'avait déjà donné en tant que salaire quand j'étais salariée. Mais voilà, de dépasser et de gagner plus que mon ancien salaire, ça a été une étape, moi aussi, pour moi. Et j'ai aussi personnellement vécu cette étape de mon revenu est complémentaire. Il y avait un peu cette culture de, voilà, dans mon mariage, dans ma vie de famille, mon revenu était complémentaire. Et à un moment donné, voilà, et je plafonnais un peu là. Mon revenu restait complémentaire. C'était un peu l'argent en plus, en fait. Et mon mari était celui qui ramenait le pain, quoi, sur la table, vraiment qui payait le loyer, quoi. Et ça, ça a été un cap pour moi de franchir ça et de me dire, est-ce que je pourrais gagner tellement d'argent que j'ai plus besoin financièrement de mon conjoint? Et ça, c'était vraiment une étape à franchir pour moi. C'est intéressant hein, en termes quand on regarde ça d'un point de vue féministe, Tout à d'étudier ça. fait, c'est pour ça que je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur chemin de développement personnel, parce qu'en Ah fait, oui, quand on veut développer son entreprise, on doit énormément travailler sur soi. Et c'est ça qui rend l'expérience d'autant plus enrichissante, parce que ces questionnements que tu partages, ou ceux qui ont été les miens, je pense que dans le monde de l'entreprise, on n'aurait pas eu finalement à se les poser, on n'aurait pas été confronté à ça. Et c'est vraiment, moi, je trouve génial d'avoir cette occasion en fait de grandir à travers la façon dont on gagne sa vie. voilà, exactement. On est bien d'accord. Je tiens aussi les mêmes propos que c'est un des meilleurs chemins de développement personnel ou une formidable thérapie aussi. Et donc oui, voilà, c'est vrai que dans ce rapport à l'argent, j'explique souvent, moi j'ai un programme qui s'appelle Parlons Fric et j'explique souvent que c'est compliqué de vouloir quelque chose et de vouloir son contraire. C'est-à-dire que quelque part dans notre rapport à l'argent, on veut être riche, mais on juge les riches, par exemple. Donc on veut gagner de l'abondance financière, on veut avoir une liberté financière, mais en même temps, on regarde d'un drôle d'œil bizarrement ceux qui l'ont. Et donc, on a ce désir de contribuer, on a ce désir de décrocher plein de clients, mais on culpabilise à être payé. Donc voilà, il y a vraiment cette relation ambivalente et donc, en effet, c'est très intéressant quand on est dans ce chemin de vie de faire la paix, de vraiment faire la paix et trouver énergétiquement, comme tu disais tout à l'heure, une relation fluide, de développer énergétiquement une relation fluide avec l'argent. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as un petit conseil, une petite chose à faire? Comment faire pour vraiment adhérer à cette idée que c'est possible d'allier abondance financière et impact positif dans la société?
Alors, il y a plein d'éléments qui peuvent être aidants, mais un petit exercice facile à faire et qui, je trouve, voilà, peut déjà débloquer pas mal de choses, c'est de trouver des contre-exemples à ces croyances limitantes. Donc, tu disais par exemple, voilà, on voit les riches d'un mauvais œil, bah, cherchons en fait des exemples de personnes qui sont en abondance financière et qu'on admire. Ou alors, on a la croyance qu'on ne peut pas avoir une activité saine financièrement et qu'elle ait un impact positif sur la planète. Bah, cherchons des exemples parce qu'en fait, il y en a plein qui existent. Et je trouve que le meilleur moyen de faire taire les petites voix médisantes qu'on a tous plus ou moins fort en sourdine dans sa tête, c'est de trouver en fait des exemples dans la vraie vie, voire même d'aller du coup à la rencontre de ces personnes ou de s'entourer aussi tout simplement de personnes qui sont dans une posture qui vont nous porter. Je ne sais plus si c'est 3 ou 5, mais il y a comme ça un saying qui dit qu'on est les 5 personnes avec qui Oui, c'est on les passe le 5, plus ouais. de temps. Voilà. Et forcément, si on est entouré de salariés qui sont moroses et qui ne croient pas en l'avenir et qui se plaignent de la crise, ça va être compliqué d'avoir l'énergie et la créativité qui va avec, d'aller de l'avant. Alors que si on s'entoure de personnes qui sont soit à notre étape, soit à des étapes un peu supérieures, ça booste vraiment. Super, super, super. Alors, on a abordé ce chapitre de la relation à l'argent. Beaucoup de personnes aussi, et beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast ont envie donc d'entreprendre, mais elles sont aussi mères de famille. Comment font les femmes que tu accompagnes et comment tu fais toi pour mener de front ta vie d'entrepreneuse et ta vie de maman? Alors, c'est intéressant que tu poses cette question juste après l'argent parce que je trouve qu'il y a un lien. On a cette croyance que les heures de travail ou la quantité de travail sont proportionnelles au chiffre d'affaires ou à l'argent qu'on peut Hmm, prétendre gagner. Or, ça, c'est vraiment une croyance dans le sens où on le voit bien. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup et qui gagnent rien, et il y en a d'autres qui se la coulent douce et qui gagnent très bien. mhm, Donc, voilà, déjà, il faut sortir de cette dichotomie de ah oui, mais moi, comme je suis maman, et puis qu'en plus, mon dernier lui, est hyper actif, et donc, donc, bref, je travaille moins que les hommes qui ne s'impliquent pas dans leur vie de famille, certes, mais ça ne veut pas dire qu'on a moins de potentiel de gagner sa vie. Et là aussi, trouver des exemples qui permettent d'ouvrir cet horizon. Je pense, par exemple, à zut, j'ai pas son nom en tête. Ah, faut que je mhm. retrouve. D'accord, c'est pas Bon, grave, bon, on bon, va. je vais passer sur l'exemple. Euh, donc voilà, trouver des exemples de personnes qui sont justement ce contre-exemple, qui ont une vie certes bien remplie au travail, qui s'investissent, qui sont ambitieux, mais qui pour autant prennent des vraies vacances, des vrais week-ends, des vraies soirées, voire même travaillent moins de jours Mhm, par semaine que les 5 qu'on nous impose dans le mode salarial. mhm. Moi, je travaille 4 jours par semaine. Et pour autant, je gagne mieux ma vie que quand j'étais salariée. Ouais. Je me souviens très bien de ce moment où j'ai personnellement, moi, fait ce virage. Et c'est vrai que j'utilisais un peu mes enfants comme une excuse. Je me disais, bah oui, ben, moi, j'ai des journées super courtes. Aux États-Unis, les écoles finissent à 3 heures. Et donc, j'ai des journées de travail très courtes. Et donc, parce que je cherchais mes enfants à l'école. Et donc, c'est pour ça que mon business se développe pas. Je disais, voilà, c'est comme j'ai des journées de travail plus courtes que mon mari, et ben c'est normal que mon business se développe moins que le business de mon mari. Et donc, quelque part, je cultivais un peu l'idée que mon mari, lui, il a de la chance. Lui, et puis ce fameux discours qu'on entend un peu, voilà, lui, il peut rentrer le soir, il met les pieds sous la table, lui, il n'a pas tout ça à faire, tandis que moi, j'ai tout ça à gérer, et donc, c'est moi la malheureuse, et donc, c'est normal, je suis victime. Ça, c'était avant, j'arrête de râler, hein, avant que je fasse mon challenge, j'arrête de râler, je tiens à préciser. euh, mais on peut facilement s'enfermer. Il y a vraiment c'est un discours qu'on entend beaucoup dans la société, ce discours-là pour les femmes, hein. Et moi, je me suis dit, en fait, un jour, j'étais en train de prendre un chocolat chaud avec mes filles, après les avoir cherchées à l'école, et je les avais emmenées dans un petit café, on prenait un chocolat chaud. Et je me disais, mais en fait, c'est moi qui ai de la chance.
En fait, c'est pas mon mari qui a de la chance, c'est moi qui ai de la chance. Et en fait, parce que moi, à l'échelle de ma vie, j'aurais la chance d'avoir mené et ma carrière et ma vie de famille et d'avoir la satisfaction d'avoir été aux deux endroits et de pas avoir de regrets, en fait, à ce niveau-là. Et je me suis dit, en fait, c'est justement parce que j'ai des enfants que je ne peux pas jouer petit. C'est parce que j'ai des enfants que je dois apprendre à travailler mieux. En fait, c'est formidable cette situation. C'est parce que j'ai des enfants que je vais apprendre à ne plus procrastiner et que je vais apprendre à poser des actes. Et c'est pour ça que dans mon livre Wake Up, qui s'appelle 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, le deuxième principe, c'est je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Et donc là, ce jour-là, j'ai compris que je devais poser des actes plus audacieux, que je devais oser voir plus grand dans mon business, justement parce que j'avais moins de temps. Et comme j'ai moins de temps, eh ben, il faut que je fasse mieux en moins de temps. Et ça a été vraiment un levier pour moi dans mon business. De me dire, je vais arrêter de poser des petites actions. Et puis après, je pose des petites actions, puis je me dis, oh ben zut, ça n'a pas marché. Non, je vais poser des grandes actions. Et en fait, souvent, les grandes actions ont plus de chances de marcher. Donc, c'est comme ça, par exemple, que j'ai organisé un séminaire à Paris et j'ai rempli une salle et j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai rempli un premier séminaire qui s'appelait Réveiller l'entrepreneur qui est en vous. C'était avant J'arrête de râler. Hein. Et j'ai réussi à remplir une salle et à avoir 80 personnes dans ce séminaire. C'était incroyable pour moi d'avoir fait ça. Et je l'ai fait à partir de cette prise de conscience que moi, j'avais envie de mener une vie sur les deux fronts. J'avais envie d'être là pour mes enfants et j'avais envie d'être là pour mon business. Et du coup, je devais poser des actions qui allaient avoir plus d'impact. Et ça a été vraiment moteur dans mon activité, cette prise de conscience. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'entends même parfois mon mari qui me dit pour gagner plus, il faut travailler plus. Et je lui dis, mais non. Je lui dis non, pour gagner plus, il faut travailler mieux. Et moi, mon motto maintenant aujourd'hui, c'est work better, play harder. Donc, c'est jouer mieux, enfin, travailler mieux et s'amuser encore plus. Et voilà, donc je trouve ça intéressant de réfléchir et de changer notre perception de notre rapport au temps et de notre rapport à l'argent et d'arrêter d'utiliser ces excuses, l'excuse de la maternité en fait pour ne pas oser se déployer pleinement. Ça te parle ça? Tout à fait. Et j'aime beaucoup l'exemple que tu donnes d'avoir du coup mis des actions plus ambitieuses pour avoir plus de résultats. Il y a un autre levier dans la gestion du temps qui, à mon sens, est vraiment important, c'est aussi de s'entourer et d'oser déléguer. Parce que du coup, nos résultats ne sont pas uniquement basés sur notre force de travail à nous et sur les heures qu'on peut consacrer à son activité, mais aussi, pourquoi pas, à d'autres talents qu'on va chercher à droite à gauche. Et pour Creators for Good, par exemple, mon activité, aujourd'hui, on est une équipe, on est 10 personnes. Alors, je suis la seule à plein temps, enfin à plein temps, 4 jours par semaine. Les autres sont tous entrepreneurs, freelance et ont d'autres projets en parallèle, d'autres clients, ce qui du coup ajoute aussi beaucoup de bonnes pratiques qu'elles expérimentent dans leurs autres missions. Et en fait, à nous toutes, le travail qui est généré, j'aurais jamais pu le faire à moi toute seule, quand bien même je travaillais jour, soir, nuit, week-end inclus. Et en fait, ce levier-là, on a parfois peur de l'activer quand on est une femme, alors que les hommes ont beaucoup moins cette appréhension de prendre une secrétaire pour faire les petites tâches, quoi. Donc, c'est aussi, voilà, oser. Alors là, je parlais du travail, mais ça va être aussi prendre quelqu'un pour faire le ménage, oser investir dans, je sais pas, un service qui va amener les repas pour la semaine ou en tout cas faire les courses par des moyens qui ne nous coûtent pas de temps. Et tout ça mis bout à bout et s'appuyer en fait sur des écosystèmes, sur d'autres personnes, c'est ça aussi qui peut permettre d'avoir une vie abondante de temps et d'argent, plutôt que de tout mettre sur ses épaules et effectivement de s'en plaindre en plus. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent un souci initialement quand il s'agit de déléguer, c'est d'augmenter la charge financière. Quand on a déjà du mal à payer son propre salaire, ça peut être très compliqué pour les femmes entrepreneurs d'oser déléguer. Est-ce que tu as des recommandations ou des petits conseils sur comment commencer cette délégation? Oui, alors je peux en donner quelques-uns. Et puis, il se trouve que c'est aussi le thème de l'atelier que je donnerai lors de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc, D'accord. voilà. Mais effectivement,
cette croyance qu'on va d'abord se payer soi avant de commencer à déléguer, elle nous ralentit. Parce que finalement, investir dans son entreprise, c'est aussi envoyer un signal qu'on y croit. Et c'est, encore une fois, ne pas tout mettre sur ses épaules et capitaliser sur l'expérience et l'expertise d'autres personnes pour déployer son entreprise. Moi, quand j'ai commencé à déléguer, c'était presque symbolique. J'ai délégué 1 heure par semaine à une assistante, Maude, qui fait d'ailleurs toujours partie de mon équipe. Ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Moi aussi, Mais j'ai à commencé l'époque, avec voilà, 5 heures. J'ai commencé avec 5 heures aussi, ouais. Et donc, c'était, je crois que son tarif à l'époque, ça devait être 18 € de l'heure, quelque chose comme ça. Donc, financièrement, sur le mois, ce n'était pas non plus un gouffre énorme. Après, c'est vrai que 4 heures, on peut se dire, bon, bah, les 4 heures, on peut les faire soi. Oui, sauf que symboliquement, moi, ça m'a fait passer à une nouvelle étape dans le déploiement de mon activité. Quand Maud travaillait 1 heure pour 18 €, du coup, moi, toutes les heures que je faisais, je me disais, mais et moi, qu'est-ce que je fais? Ah, je bidouille le logo sur le coin de mon PowerPoint. Ah bah non, si c'était quelqu'un que je payais, je voudrais que ça aille plus vite. Donc, ça m'a aussi beaucoup questionné sur ce rapport au temps dont on parlait tout à l'heure. Et ça m'a rendue beaucoup plus productive en me disant, bah, si je paye quelqu'un d'autre 18 €, moi, j'aimerais bien les gagner, les 18 €. Donc, j'ai intérêt à m'activer et à arrêter ce perfectionnisme et le fait de procrastiner aussi sur certaines choses. Et symboliquement, ça a vraiment voilà, fait un switch dans ma tête. Pour mes clients aussi, le fait de voir qu'il y a plusieurs collaborateurs, bah, mine de rien, c'est un gage de sérieux et puis que l'entreprise se porte bien. Donc, symboliquement, en fait, ça a eu de nombreux impacts. Et puis, au fur et à mesure, on a augmenté ses heures. Il y a une deuxième personne qui a rejoint l'équipe sur d'autres tâches. Et je me suis vite rendu compte que toutes les tâches que je déléguais, c'était celles où ce n'était pas ma zone de brillance, le fameux point G dont tu parlais tout à l'heure. Et du coup, passer le plus clair de mon temps dans ma zone de brillance à moi, c'est ça aussi qui a permis à l'activité de se développer. Alors que quand on perd son temps à faire des trucs qu'on ne sait pas faire, qu'on bidouille et ça se voit. Que quelqu'un d'autre ferait mieux, que quelqu'un d'autre ferait mieux à notre place. Mieux, plus rapidement. Et finalement, financièrement, on s'y retrouve vraiment largement. Oui, le premier principe du livre Wake Up s'appelle J'ose être brillant. Donc, je comprends et j'adhère complètement à cette idée de consacrer son énergie sur sa zone de brillance. Et puis, il y a aussi quelque chose d'intéressant quand on délègue, c'est que du coup, il y a d'autres personnes qui nous attendent, qui nous posent des questions, qui ont besoin d'un retour sur quelque chose. Et du coup, ça met en place un espèce de rythme et une espèce de cercle vertueux de productivité, de création, en fait. Parce qu'on n'est plus que tout seul à créer et être le moteur de la création du business. Il y a d'autres personnes qui sont en train de le créer avec nous, qu'on paye, hein, mais qui attendent, qui veulent faire du bon boulot. Tout le monde a envie de bien travailler. Et pour bien faire leur boulot, ils ont besoin qu'on leur fasse un retour sur tel ou tel truc. Et du coup, voilà, ça enclenche un mécanisme qui fait que notre activité est vraiment au centre de nos priorités, de notre vie et du coup, au centre de notre conscience, de notre cœur. Et du coup, on y donne tout ce qu'on peut y donner. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, j'avais envie de prendre un peu le temps de parler de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Pourquoi tu as eu envie d'organiser cette semaine de l'entrepreneuriat écoféministe? Donc, c'est un événement en ligne avec toute une série de conférences, des intervenants. Pourquoi as-tu eu envie de créer cette semaine? Alors, c'est parti de plusieurs raisons. L'une d'elles, c'était que, en fait, à l'époque, donc quand j'ai commencé à initier ce projet, moi, mon activité était à son plein potentiel. Pourquoi? Parce qu'on accompagne des projets de manière très qualitative. Et donc, on a un nombre de projets en fait, qu'on peut accompagner chaque année qui est de l'ordre d'une trentaine. Or, on avait plus de demandes et voilà, on n'avait pas une capacité de production plus importante que ça. Et je n'avais pas envie de changer de modèle économique et de partir sur quelque chose de plus quantitatif pour ce qui est de l'activité principale, mais envie d'avoir un impact plus grand.
Et voilà, je suis tombée sur un sommet en ligne qui m'a donné ensuite envie d'en organiser un. Le principe, c'est donc de rassembler une vingtaine d'intervenantes, donc d'entrepreneurs inspirantes dans notre cas, pour partager des clés sur un sujet et avoir un impact auprès de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de participants. Et je trouvais que c'était un modèle vraiment intéressant, notamment dans cette idée en fait d'offrir des rôles modèles. On parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir finalement des preuves tangibles que ces croyances limitantes ne sont pas forcément valides. Et donc l'idée c'était de montrer de manière très concrète que oui, on peut gagner sa vie en ayant sans travailler jour, soir, nuit, week-end inclus, et en ayant un impact positif. Et donc, voilà, j'ai décidé d'organiser cet événement qui est du coup gratuit, ouvert à tous, et qui a pour but de véhiculer ce message et de donner aussi des clés concrètes, évidemment, aux personnes qui y participent. Donc, en 2022, l'édition aura lieu du 7 au 10 mars, et tu as choisi cette année le thème « Booster l'impact de sa communication ». Pourquoi tu as choisi ce thème-là ? Alors, pour 2 raisons. La première, c'était que c'était une demande en fait du public. Donc, l'an dernier, on a eu un peu plus de 3000 participantes et elles ont eu l'occasion de voter pour le thème qu'elles souhaitaient qu'on aborde. Et c'est la communication qui est ressortie. Et la deuxième raison, c'était que effectivement, la communication, c'est vraiment important lorsqu'on entreprend. Et d'autant plus lorsqu'on entreprend avec un projet avec des valeurs éthiques fortes. On a lancé son activité de cœur, on a envie d'avoir un impact positif. Et très souvent, on ne se reconnaît pas dans les techniques marketing classiques que moi j'appelle à l'américaine. Alors, je sais que tu vis aux États-Unis, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'on a cette image du marketing qui est là pour manipuler ou qui est un peu bourrin, qui est très quantitatif. Puis on se questionne aussi sur l'impact de là, si à chaque fois que j'ai besoin de visibilité, je donne $100 à Facebook ou à Mark Zuckerberg, est-ce que c'est vraiment ça qui me permet de contribuer au monde meilleur que je souhaite voir émerger? Je ne sais pas. Donc l'idée en fait à travers ce thème, c'est de proposer, donc il y aura 22 intervenantes dont tu fais partie. Voilà. Je te remercie encore. Et chacune d'entre elles vont partager une clé pour communiquer de manière alternative, de manière éthique, de manière alignée avec ses valeurs. Alors pour certaines, comme toi d'ailleurs, ce sera sur des thèmes plus liés à l'état d'esprit. Donc tu disais tout à l'heure le thème de ton atelier, ce sera oser être visible en tant que femme, j'arrête de me cacher. Il y aura aussi des ateliers sur l'organisation du temps. C'est important quand on communique, on a souvent l'impression qu'on se noie dans un verre d'eau, qu'il y a 5 milliards de choses à faire et qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc, voilà, on aura de nombreuses interventions sur ce sujet. On parlera aussi d'outils de communication alternatifs. Non, il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie et même si ça peut être un choix conscient, c'est important de se sentir aligné avec les moyens de communication qu'on choisit. Il y aura une dernière journée consacrée aux techniques de vente éthique parce que la communication, donc, c'est rendre son activité visible, porter son message, mais aussi décrocher des clients. Et ça, cette partie-là, parfois peut faire peur ou alors aussi véhiculer pas mal de clichés ou de croyances limitantes sur la vente. Heureusement, il existe des techniques de vente éthique dont 5 intervenants feront notamment le détail. Super, super, super. Bon, je me réjouis en tout cas vraiment de participer et je te remercie pour ton invitation. Je me réjouis vraiment de participer à cette semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Alors, on arrive un petit peu à la fin de ce podcast, mais j'avais envie de te faire parler de ton livre. Tu as écrit le livre « Le guide de l'entrepreneur durable », publié aux éditions Duno.
Et j'avais notamment envie que tu nous parles du parcours d'écrire un livre. Moi, j'ai un mastermind qui s'appelle C'est parti, j'écris mon livre et j'accompagne des auteurs pendant 9 mois à accoucher de leur livre. Et donc, je sais qu'il y a des auditrices qui nous écoutent qui ont envie d'écrire un livre un jour. Et donc, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as réussi à passer de l'acte de j'ai envie d'écrire un livre et j'écris un livre? Et puis, est-ce que tu aurais des petits conseils ou un peu de sagesse à partager à nos auditrices pour comment arriver au bout de ce projet? Qu'est-ce qui a été déterminant pour toi pour arriver au bout de ce projet d'écriture? Alors, oui, j'ai une histoire un petit peu atypique, je pense, sur ce sujet parce que j'avais effectivement eu l'envie d'écrire un livre il y a longtemps et puis c'était un projet que je repoussais parce que déjà, ça a l'air très chronophage, que ça ne rapporte pas forcément beaucoup d'argent, en tout cas pas tout de suite, donc ce n'était pas forcément une priorité. Et puis, j'avais ce sentiment d'illégitimité, de me dire, mais qui suis-je moi pour écrire un livre? Au bout de 5 ans d'entrepreneuriat, le sentiment d'illégitimité s'est quand même pas mal atténué. Je pense que j'avais pas mal de choses à partager, mais pas le temps, parce qu'en fait, l'activité battait son plein et donc j'avais plus le temps en fait. Et c'est, j'ai envie de dire, l'univers qui m'a fait un cadeau très mal emballé. En fait, pendant ma grossesse, j'ai été affectée d'une pathologie assez grave qui m'a clouée au lit, pour ne pas dire vissée aux toilettes, puisque j'ai été affectée de l'hyperémésie gravidienne, donc j'ai vomi pendant 9 mois d'affilée. Et j'ai dû en fait largement ralentir mon activité. Je ne pouvais travailler que 2 voire 3 heures par jour. Je devais espacer mes rendez-vous clients d'au moins 24 heures parce que je ne pouvais pas me concentrer plus d'une heure en tête à tête. Donc, c'était vraiment très, très difficile à vivre pour moi. Parce que voilà, mon activité, mon bébé, mon entreprise, tout d'un coup, se retrouvait complètement handicapée. Et j'ai failli déprimer en fait de cette situation parce que moi, mon activité, c'est c'est la façon dont je me réalise. Donc, j'avais vraiment beaucoup de mal avec ce ralentissement forcé jusqu'à ce que la petite lumière de « et si je profitais de ce ralentissement pour écrire un livre » s'est allumée. Parce qu'effectivement, écrire un livre, on peut le faire depuis son lit, tout bêtement. Et du coup, les quelques heures où j'arrivais à regarder un écran, je les ai passées à écrire. Et donc, voilà, j'ai profité finalement de ces quelques mois très, très, très difficiles pour écrire et me raccrocher à quelque chose d'ambitieux, me raccrocher à l'impact que j'avais envie d'avoir à travers mon activité. Alors certes, je ne pouvais pas prendre de nouveaux clients, j'arrivais à peine à continuer les projets en cours, soutenue par mon équipe que je remercie à nouveau aujourd'hui. Mais voilà, le projet de livre, il est né comme ça. Et puis, le conseil que je peux donner, c'est là encore de se faire accompagner. Alors, je ne connaissais pas à l'époque l'accompagnement que toi, tu proposes. Voilà, j'ai pris une coach pour m'accompagner, m'aider à me structurer. Mon enjeu principal ou la raison pour laquelle je me suis adressée à elle, c'est que je souhaitais vraiment être édité par un éditeur. Et pour ça, il fallait rentrer dans certaines cases et finalement correspondre à un code que je ne connaissais pas. Et donc, j'avais besoin d'un regard extérieur qui puisse me dire non, ça n'intéressera personne. Ça rentre dans aucun rayon des librairies, donc c'est hors sujet. Chose qu'on ne sait pas forcément dans ton sens. Voilà, c'est en effet quelque chose que j'explique dans mon programme, c'est comment les éditeurs regardent les projets en fait, et quel est leur regard et quelle est leur manière de regarder les projets, et comment en effet présenter un projet qui rentre dans les cases de ce qu'un éditeur cherche. En effet, ça peut être très intéressant. Super, et c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis de se dire, il y a des moments dans la vie où on voit une opportunité de poser une fondation autre. En fait, tu avais posé beaucoup de fondations dans ton business qui permettaient à ton business de se déployer, et là, tu étais au ralenti. C'était plus possible pour toi de continuer à poser des pierres à l'édifice de ton business comme avant, mais il y avait l'opportunité de poser une autre pierre, qui était d'écrire ce livre. Tout à fait.
Et finalement, voilà, ça reste, c'est une pierre et c'est quelque chose, quand on a fini d'écrire son livre et qu'il existe, c'est vraiment une pierre, quoi. C'est vraiment une pierre posée dans notre vie de se dire, voilà, je l'ai fait, je suis allée au bout et ce livre existe maintenant. Maintenant, il peut être lu, maintenant, il peut être transmis, maintenant, je peux m'appuyer dessus pour parler en public ou je peux m'appuyer dessus auprès de mes clients. Enfin, voilà, c'est vraiment une porte d'entrée, un moyen de se positionner en tant qu'expert aussi. Il n'y a rien de tel que d'avoir un livre que pour positionner une expertise. Donc, c'est intéressant. Mais bravo, en tout cas, d'être allé au bout de ce projet d'écriture. Merci. Et pour la petite histoire, ça fait écho à un des principes de permaculture dont je parlais déjà un petit peu tout à l'heure, qui est de réagir de manière créative. En fait, dans la nature, il n'y a pas de croissance illimitée, soutenue tout le temps. Il y a des choses qui croissent et puis il y a des choses qui décroissent, il y a des choses qui meurent et c'est OK. En fait, ça fait partie du cycle de la vie. Donc, appréhender les phases, les creux de la vague, les phases de décroissance ou les moments où ça va pas bien et en tirer quelque chose de positif, c'est un des enseignements de la permaculture, mais c'est aussi du coup une autre façon de voir l'entrepreneuriat et de voir comment tirer parti de n'importe quelle situation finalement. Voilà, et c'est de ce dont parle ton livre, hein. C'est vraiment de comment appliquer les principes de la permaculture à l'entrepreneuriat. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous procurer le livre de Solène, Le guide de l'entrepreneur durable, publié aux éditions Duno. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, quelque chose qu'on n'aurait pas dit? Et puis ensuite, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? En mot de la fin, je dirais pour les auditeurs de ton podcast que effectivement s'entourer des bonnes personnes, c'est très important pour avancer. Et s'ils écoutent ton podcast aujourd'hui, ça fait partie en fait de cette bonne pratique que de s'inspirer quotidiennement de bonnes ondes et de voir des exemples concrets de personnes et des femmes que tu interviews qui justement réussissent autrement que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, je salue ton travail à cette occasion. Et pour me retrouver, alors sur Instagram, je suis sous le pseudonyme Solène for Good. C'est une contraction entre mon nom et le nom de mon entreprise. Et puis, on mettra aussi peut-être dans les liens de l'épisode le site donc, de l'événement entrepreneuriat-écoféministe.fr. Donc voilà, qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire via ton lien. C'est un événement gratuit pendant 4 jours. Et même si vous écoutez cet épisode après l'événement, vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente pour l'année suivante et retrouver aussi les enregistrements de cette édition si vous le souhaitez. Voilà, et on mettra le lien effectivement dans les notes de cet épisode. Vous pourrez trouver le lien pour réserver votre place pour la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Mais écoute, merci beaucoup Solène pour cette conversation passionnante et puis je me réjouis de continuer à échanger avec toi dans le futur. À très bientôt. Merci, à bientôt. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.